Merci d'être ici. Tout d'abord et très rapidement, parlons d'Atos. Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Aujourd'hui, Atos, c'est 3 marques au sein d'un groupe. Atos Services, qui prend en charge tous les services, avec la marque Amplify, qui est toute la partie consulting, accompagnement stratégique des clients. Et tous nos produits sont rassemblés sous la marque Eviden, avec énormément de produits sur la cybersécurité. Si vous avez des questions, je vous invite à passer au stand après à nous questionner autour de ces marques. Aujourd'hui, on a prévu de parler de la résilience numérique. Alors ça, c'est un terme qui doit parler à de plus en plus de gens. Si ce n'est pas le cas, l'année dernière, s'est lancée une initiative autour de la résilience numérique pour parler justement de comment définir autrement que par un simple terme souveraineté le moyen d'avoir un certain niveau de résilience au niveau de son IT. La résilience numérique se caractérise suivant 4 critères quantitatifs et qualitatifs qui permet d'évaluer finement et aussi au cours du temps son niveau de résilience numérique. Il est évident, vous le savez, qu'à Outscale, qui est Secnum Cloud, on a une notion de souveraineté qui est donnée et surtout définie par la stratégie cloud au centre de l'État, qui définit à Outscale comme un cloud de confiance. Maintenant, ce que l'on va faire dessus va devoir aussi répondre à des enjeux de résilience. Ces enjeux de résilience, un point important, permettent d'avoir une maîtrise ou une connaissance du niveau de maîtrise que l'on a de son IT, une connaissance de son niveau de résilience, évaluer sa capacité à être réversible. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont eu des sujets avec Broadcom plus ou moins récemment. Voilà, si ça vous parle, avec VMware, à quel point vous êtes capable de sortir de Broadcom. Donc ça, c'est des questions qu'on aborde dans l'IRN. Et enfin, bien entendu, la conformité. Et là, la conformité, elle va être très dépendante en fonction de votre typologie d'activité, ce que vous faites au quotidien. Ce qui est important, là, ce qui est noté au sein de cette présentation, il est évident que l'open source joue une part importante dans cette notion de souveraineté. On parlera aussi un petit peu de la suite numérique, qui est elle aussi open source. L'IRN n'a pas pour but de dire c'est une autarcie de l'open source. L'open source, c'est pas la réponse qui est unique, c'est une bonne réponse, mais c'est pas la réponse. Pour dire quand même à quel point nous, Atos aussi, on est mobilisés autour de l'open source. Alors peut-être qu'on communique pas assez dessus, mais on est très très présent dans le secteur de l'open source. On a avec l'OSE, il y a Cédric Ravalec de l'OSE là qui est derrière. D'ailleurs, on a rédigé un livre blanc sur ce qu'est la résilience numérique au sein de l'open source, comment ça peut nous aider, Atos, vous aussi les entreprises, à acquérir un meilleur niveau de résilience au sein de l'entreprise. Et si on fait un petit zoom, parce que je vous dis qu'on parlerait un petit peu de la suite numérique, ce qu'on propose chez Atos, voilà, c'est d'aller aussi au-delà. La suite numérique est sur de très bons rails. Elle nous permet déjà de disposer d'une suite numérique très intéressante avec des outils qui sont essentiels pour avoir un certain niveau de résilience. Si demain on n'a plus de Microsoft, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est un petit comparatif entre Office 365, Google Workplace et la suite. Et effectivement, on pourrait se dire il va manquer quelques éléments. Ce que fait Atos avec l'OSE dans une stratégie de résilience numérique, c'est d'apporter des briques complémentaires à la suite numérique pour couvrir le scope. Alors vous avez plusieurs façons d'adresser ce sujet. Soit vous êtes très ambitieux, très courageux et vous allez complètement vers la suite numérique en abandon total des solutions, les grandes solutions du marché que l'on connaît. Ou alors on a aussi nous des gens qui ont une approche un petit peu différente, qui avec cette suite numérique vont dire là ça va être mon PRA et on va quand même travailler avec et laisser la liberté aux gens de travailler sur un plan de reprise d'activité ou plan de reprise sur incident avec la suite numérique. Ou alors destination des VIP. Qui ne doivent pas avoir de compromission sur leurs documents de travail et donc créer un SaaS beaucoup plus sécurisé que ne peut l'être un Office 365. Je vous ai parlé un petit peu de l'IRN, un petit peu rapidement certes. Chez Atos, on a cherché à comprendre ce que c'était et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément très, très lisible ou très simple à comprendre. Donc on a développé une petite application qui permet de s'auto-évaluer sur la suite numérique. Alors attention, l'objectif, c'est pas de vous transformer en auditeur. C'est un outil. Donc il est en ligne, c'est une URL. Donc vous voulez avoir l'URL, il va falloir venir voir Alix au stand Atos, vous faire badger et on vous enverra par mail l'URL.
L'intérêt de cet outil, c'est de comprendre comment fonctionne cette IRN, qui aujourd'hui est repris en partie par l'ADRI, donc l'Association pour la Digital Residency Index. Mais l'intérêt, c'est de voir dérouler les 8 grands piliers de l'IRN, voir comment on évalue ces critères de résilience numérique. Et à la fin, vous avez un score sur cette IRN qui vous permet de vous évaluer. Comme je vous dis, ce qui est intéressant, vous faites une photo en juin 2026 et vous pourrez refaire une photo en décembre 2026 et voir si votre IRN a évolué dans le temps en fonction de vos choix stratégiques. L'outil est extrêmement intéressant. Aborde de nombreux sujets, on se pose de nombreuses questions et voilà le petit outil qu'on vous met à disposition. Bien entendu, c'est pour s'auto-évaluer, pour comprendre les mécanismes de l'IRN. Si vous avez besoin d'un accompagnement, Atos, on sera ravi de vous aider. Néanmoins, il est accessible avec le petit lien mystère gratuitement et vous pourrez le dérouler sans contrepartie. On ne vous oblige pas à communiquer vos données. Le cartouche à la fin, il est écrit, il n'y a aucune donnée qui est hébergée chez Atos, il n'y a aucune base de données, tout se passe en local sur votre navigateur. Vous pouvez purger les données, bien entendu on est dans une démarche alignée avec la souveraineté et la résilience numérique. Donc c'est mis à disposition pour vous aider à comprendre, sans qu'on collecte de données commerciales, il n'y a pas de cookies. Voilà. Donc vous pouvez y aller, jouer avec, on viendra. Vous ne recevrez pas un mail mystérieux d'Atos suite à l'utilisation de l'outil. Donc là, je vous ai parlé de la résilience numérique et autour de ça, on a aussi pas mal de questions, ou de chantiers d'ailleurs, même plutôt sur l'intelligence artificielle. Donc au niveau de l'intelligence artificielle, encore une fois, on a une approche bien sûr basée sur l'open source, mais pas que. Comme je vous dis, c'est pas une autarcie. On ne peut pas se dire qu'on va faire que du Mistral. C'est intéressant, on en fait beaucoup du Mistral. On accompagne aussi nos clients, on en fait pour nous. On accompagne nos clients avec du Mistral. Notre approche, elle se fait sur toute la chaîne de valeur. Depuis, je vous le dis, avec Atos Amplify, depuis la partie consulting, donc à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas d'usage métier sur l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Ce qui va être intéressant de travailler avec un acteur comme Atos, c'est le parti pris qu'on a pris, le biais qu'on a, c'est le vôtre, c'est celui du client. Alors l'outil qu'on va choisir, c'est celui qui correspondra le mieux à votre besoin, à vos cas d'usage. On n'a pas un partenariat plus fort qu'un autre, on a des partenariats. On étudie votre cas d'usage, on travaille avec de nombreux clients qui ont des typologies très différentes, que ce soit dans le retail, que ce soit dans le secteur de la défense, dans la finance. Il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Donc on étudie les cas d'usage avec une approche méthodique. On y met aussi du SRE, j'y reviendrai dedans, pour faire une approche de bout en bout, pour raccorder les usages métiers aux besoins opérationnels. Parce que, bien sûr, l'objectif, c'est de traverser toute la chaîne de valeur, comme on le présente ici, de partir depuis le besoin stratégique, fonctionnel, jusqu'au suivi, à la mise en production. Ça aussi, c'est des vrais sujets. Quand on s'aperçoit qu'on a des super projets qui se déroulent très bien, ils doivent vivre, ils doivent être maintenus. Nous, les questions, on se les pose dès le début. Si un projet fabuleux ne va pas vivre une vie ou être repris par vos équipes ou être vivant sur son cycle de vie, comme peut-être vous l'avez eu avec certains outils d'APM, etc., où on met en place des beaux dashboards, mais ils ne vivent pas et les métiers l'utilisent de moins en moins. Nous, ce que l'on vise justement, c'est toute la chaîne de valeur dès le démarrage. Donc voilà un petit peu au niveau de l'écosystème IA, ce que l'on peut faire. À titre d'exemple, ce qu'on vous présente ici, c'est ce qu'on a pu faire en l'espace de 2 semaines. Alors qu'est-ce que c'est? On a un de nos clients qui nous a dit, bon, j'ai un code sur mainframe très obsolète. Il nous pose problème. On n'a plus de compétences PL1. Même moi qui ai des cheveux blancs, je ne sais même pas ce que c'est que le PL1. Je ne l'ai pas approché. Ils ont dit, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, on a une grosse équipe qui est arrivée, 2 personnes, voilà, et qui a dit, bon, ok, on va prendre le code PL1. Ils ne connaissaient pas le code PL1. Ils l'ont traduit en Java avec des outils de vibe coding et des IA. Et le résultat, alors, il va se lire. Alors donc il y a deux jeux de données qui ont été, 2 blocs de code qui ont été convertis de PL1 vers Java. Comment ça se lit? En bas, le PL1, en fait, c'est pour ceux qui connaissent le mainframe, moi j'ai découvert, on a un nombre d'éléments lus, écrits, et on compare avec la sortie que l'on a en Java. Ce qu'on constate en haut et en bas, c'est quelque chose de strictement identique. On cherche une conformité à 100%, c'est ce que l'on a sur les 2 côtés. Et au-delà de dire, bon, c'est bon, on vous a sorti du PL1 en l'espace de 2 semaines, avec une conformité à 100%,
on a des petites optimisations qui sont rajoutées dessus, voilà, où en gros, on a un facteur 13 de performance gagnée, plus un énorme gain en termes de finances parce qu'on change d'instruction au niveau du CPU. On passe d'un CPU qui est licencié au niveau mainframe en GCP vers du ZIP qui ne porte plus de licence. Et donc, en plus de ça, de façon récurrente, le client économise des licences sur le mainframe. Ça, c'est vraiment le game changer de l'IA. C'est une illustration de ce que l'on fait dans la valeur de bout en bout. Parce qu'on héberge aussi ce client et on le gère au quotidien. Donc là, on a pu monter sur la valeur métier. Ce qui était intéressant, c'est de voir ce qui change tout, hein, c'est surtout le délai. 2 semaines, 2 personnes pour sortir d'une impasse technologique. Alors, on en a d'autres hein, comme ça, où on a des conversions de 2 millions de lignes de code voilà, sur un projet avec une rémédiation complète en sortant d'un C qui est obsolète vers un React et un Go. Et bien entendu, comme je vous le disais, derrière, une fois qu'on a fait ces projets, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils soient gérés. Et on tient quand même à rappeler que partir sur Outscale, ça va vous donner un niveau de confiance et une solidité au niveau des infrastructures qui est important. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Une fois que vous êtes chez Outscale, vous pouvez exposer des services vers l'extérieur, exposer vos bases de données librement, ne pas les filtrer, ne pas faire de règles de sécurité ni de ce nom. Donc il est important de sécuriser vos données au niveau du cloud. C'est pas parce que vous êtes Secnum Cloud que le travail est fini, malheureusement, je dirais. Bon, heureusement pour nous aussi, je dirais. Il y a encore pas mal de travail à faire dans le cloud, notamment appliquer potentiellement des référentiels complémentaires de sécurité. Vous le savez, le Secnum Cloud, il y a un SOC P10 derrière. Vous ne pouvez pas l'utiliser, vous, en tant que consommateur d'Outscale. Le SOC P10 est fait pour Outscale, pour auditer ses logs. Si vous voulez un SOC P10, il faut le monter vous-même. Voilà, ou s'appuyer sur un SOC P10 d'Atos, par exemple. Donc c'est important voilà, de considérer aussi qu'il y a encore pas mal de choses à faire une fois qu'on est dans le cloud, en termes de sécurisation, voilà, en termes d'application des réglementations locales, en termes aussi d'application tout simplement de vos règles de sécurité. On intègre des clients du secteur de la santé, finance, sur les Secnum Cloud et aussi des acteurs du secteur de la défense, notamment sur Outscale. Donc là, on prend en compte la typologie et on intègre certains mécanismes qui vont rendre robustes les données que l'on va déposer, au moins l'accès aux données qu'on va déposer sur le cloud. Il est malheureusement un peu fréquent de voir certains utilisateurs des Cloud Secnum Cloud se sentir très en confiance parce que l'infrastructure est qualifiée. La garantie, vous l'avez au niveau de l'infrastructure. Vous ne l'avez pas au niveau de vos usages sur les couches plus hautes. Alors, pour ceux qui sont familiers avec le modèle OSI, le niveau 1, 2, 3 est sécurisé. À partir de là, à partir de 4 et jusqu'à la couche de présentation applicative, là c'est votre boulot de le sécuriser et nous on est ravis de vous accompagner dans cette démarche-là. Petit aparté, Atos, on a gardé une empreinte en France qui est très forte. On est capable d'opérer 100% en France. Sur tout le niveau de service managé, autant sur ceux qui exploitent les outils. Il y a des petits... vous savez, c'est comme les assureurs avec certains infogérants, il faut lire les petites lignes qui sont écrites en petit. Vous dites, maintenant, nos équipes, elles sont en France. Oui, sauf que toute la stack d'outillage, de supervision, d'ITSM, elle est opérée depuis l'Inde ou depuis un pays étranger. Voilà, donc nous, on est capable d'avoir un 100% français. On est capable d'avoir du 100% européen. Et puis bon, après, on est un peu moins dans le cadre du Secnum Cloud, mais on est aussi capable de faire du delivery autour du monde si c'est nécessaire. Donc ça, c'est idéal pour des clients qui ont des activités parfois stratégiques en France. Donc on a ça dans le secteur de la défense, voilà, et qui travaillent aussi avec des pays étrangers. Et donc pour parler de ces opérations, concrètement, qu'est-ce que ça va donner demain? Donc Atos, on a fait beaucoup de choses autour du SRE, donc le Site Reliability Engineering. Alors pour faire très simple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une culture DevOps qui est tournée vers les opérations. Ça permet de s'aligner entre des pratiques agiles des métiers, de ceux qui sont côté développement et d'avoir un bout en bout jusqu'aux opérations. Donc ça fait plusieurs années, ça fait plus de 6 ans qu'on intègre ces principes agiles au niveau de nos opérations, donc le Site Reliability Engineering. Avec Outscale, vous pouvez consommer des GPU à la demande et là c'est intéressant de miser sur un mix entre l'IA et le SRE. Donc bien sûr, on est full infrascode. Sébastien fait partie de ces
de ces leaders techniques brillants. Et avec le SRE va lui apporter de la fiabilité à l'IA. On va augmenter les humains. On a encore besoin un petit peu d'humains, heureusement, ça nous rassure aussi. Tout ça pour aller vers une gestion de l'IA en production. Parce que là, l'arbitraire, tout ce qui va être probabilistique nous fait un petit peu peur en production, même très peur. Donc le rôle du SRE, c'est de s'assurer que le probabilistique est réduit au minimum et qu'on arrive à opérer de la meilleure façon qui soit. Et c'est dans cette démarche-là qu'on a construit une petite démo sur la partie suite numérique. Donc je te laisse la souris. Seb, tu veux faire comment? Hop. Attends, je vais devoir peut-être, je vais voir si je passe. Est-ce que ça passe ou il faut que je sorte de la presse? Hop, on va faire ça. Là. Et... alors, il y a un petit lag. Ah, Et... ouais, c'est l'effet Windows. Voilà. Tu as ton micro? Oui, je peux prendre les écouteurs si vous avez des questions. Oui, si tu veux. Alors, je vais un peu contextualiser. Donc, le but de cette démo, enfin le but, ce qui a généré le besoin de cette démo, c'était la demande croissante de pouvoir instancier des alternatives à Office 365, aussi bien en on-prem qu'en cloud. Donc, on cherchait quelque chose qui soit portable assez facilement. Donc, on s'est assez rapidement, avec des contraintes évidemment de souveraineté et de viabilité économique. Donc, assez rapidement, on s'est orienté vers le choix qui est promulgué par la DINUM, qui est la suite, donc, qui est déjà utilisée par des ministères. Donc ce qu'on va vous montrer là, c'est une implémentation chez Outscale, avec les outils qui nous convenaient parfaitement, donc à savoir le Cube Manager, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre, les load balancers, enfin tout ce qui est le fait d'avoir des workers à la demande. Voilà, ça cochait toutes les cases. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est une démo fonctionnelle de ce que ça peut faire. Donc c'est une démo, donc c'est une suite bureautique alternative à 365. Hein. Donc l'idée, c'est de remplacer Word, donc avec cette application par exemple. Donc là on est en ligne, hein, donc on est sur un Word-like. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer des documents, surtout de les partager. Donc c'est pas spectaculaire, mais en tout cas ça fait le boulot. Voilà, l'idée on va dire c'est plus du proof of conception que vraiment qu'une démo sensationnelle, on va dire. Donc voilà, donc je vais passer à un module peut-être plus sympa. Donc l'idée c'est d'avoir un traitement de texte, d'avoir quelque chose qui est une alternative à Teams. Donc c'est très demandé ça. Donc en fait ça répond complètement à des besoins. Nous, ce qui nous a poussé à faire ce produit, cette solution, c'est des demandes au travers d'appels d'offres du secteur public qui recherchent ce genre de produit. Donc la démo, là, c'est une démo qui a été faite dans ce cadre-là, qu'on a recyclé du coup. Donc on va retrouver des choses plutôt qui dépaysent pas trop les gens qui sont habitués à Teams et à SharePoint. Hein. Donc on crée des dossiers, et là je vais essayer de vous créer un document texte. Et vous allez voir, voilà, en ligne, on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble étrangement à Word. Donc un des gros enjeux de ce type d'exercice, c'est de proposer des applications qui ne changent pas trop les habitudes des utilisateurs. Donc la suite, c'est un peu long. Donc voilà, la suite, on retrouve ici le look d'un document Word, hein, avec les styles. Chose importante, on peut réimporter des documents existants. On peut les réexporter, avec évidemment quelques défauts d'affichage. Hein, donc on a plein de formats possibles. On peut importer, exporter. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé par la gendarmerie nationale, par exemple, à une échelle assez importante. Que dire d'autre? On a un autre module intéressant, c'est l'alternative à Excel, donc GRIST. Donc ce produit, il est à la fois compatible avec Excel, et aussi propose une approche différente. Donc dans un premier temps, on est capable d'importer des documents Excel, dans une certaine mesure de faire marcher les VBA assez simples. On peut faire marcher les macros marchent bien sûr. Et après, l'idée, c'est de changer d'approche. Et c'est un produit qui rappelle un peu l'Access historique de Microsoft, pour ceux qui l'ont connu. Et c'est un produit un peu plus intelligent qui structure les données en base de données et qui va requêter plutôt que faire des jointures un peu bizarres. Donc voilà, on essaye de proposer même mieux, donc une alternative et même un usage plus
plus moderne de la manipulation des datas. Alors point important aussi, hein, toute cette démo tourne sur Outscale. Merci à tous.